1943. Le monde est en guerre. L'Allemagne nazie, autrefois un colosse inarrêtable, vacille. Le front de l'Est est un enfer gelé. Les bombardières alliées obscurcissent le ciel au-dessus de Berlin. Dans le bunker du Führer, le désespoir étreint Adolf Hitler. Mais dans l'ombre du Troisième Reich, un secret se trame. Un projet si audacieux, si terrifiant, qu'il aurait pu changer le cours de l'histoire. Une arme que les Alliés n'ont jamais vue venir. Et si les nazis l'avaient déchaînée, c'est l'histoire des armes miracles nazies, des machines qui défiaient l'imagination. Et une, par-dessus tout, qui aurait pu tout changer. Bienvenue dans la saga méconnue de l'arme secrète qui a failli remporter la Seconde Guerre mondiale. Début 1943, l'empire de Hitler s'effondre. La catastrophe de Stalingrad a coûté à l'Allemagne un demi-million d'hommes. Des divisions entières gisent ensevelies dans les ruines glacées, leurs rêves de victoire figés dans l'hiver russe. La bataille, un hachoir de 6 mois, a marqué un tournant. La première grande défaite de l'Allemagne, brisant le mythe de l'invincibilité nazie. L'armée rouge de Staline, animée par la vengeance, se prépare à avancer vers l'ouest, ses chars T-34 écrasant les cadavres gelés de la Wehrmacht. En Afrique du Nord, le légendaire renard du désert, Erwin Rommel, bat en retraite. Son Afrika Korps, autrefois symbole de la puissance nazie, est écrasé par les forces britanniques et américaines sous le commandement de Montgomery et Patton. Lors de la bataille d'El Alamein, fin 1942, les Alliés ont percé les lignes, forçant Rommel à une retraite désespérée à travers le désert libyen, ces lignes de ravitaillement coupées par des raids incessants de la RAF. Les bombardements alliés transforment les villes allemandes en brasiers. Hambourg brûle dans une tempête de feu en juillet 1943, tuant des dizaines de milliers de personnes en une seule nuit. L'opération Gomorrhe déverse 9000 tonnes de bombes, créant un incendie si intense qu'il aspire l'oxygène de l'air, étouffant ceux qui n'ont pas brûlé. Le Troisième Reich saigne, mais il n'est pas encore brisé, pas encore. Au cœur de Berlin, Hitler arpente sa salle de guerre, les yeux brûlants de défi. Il croit qu'une chose peut sauver son Reich, un miracle. Une arme si dévastatrice qu'elle forcera les Alliés à plier le genou. Il les appelle Wunderwaffen, armes miracles, et il mise toutes sur elles. Qui étaient les cerveaux derrière ces machines? Des hommes comme Werner von Braun, un brillant scientifique spécialisé dans les fusées, rêvant des étoiles, et Hans Kammler, un ingénieur SS obsédé par le pouvoir. Sous la direction d'Albert Speer, le ministre de l'armement de Hitler, ils courent contre la montre. Leur mission, construire une arme qui choquera le monde. Mais quelle était cette arme? Et pourquoi les nazis pensaient-ils qu'elle pouvait réécrire la guerre? Plongeons dans l'ombre et découvrons la vérité. Les Wunderwaffen étaient différentes de tout ce que le monde avait vu. Des chasseurs à réaction qui hurlaient à travers les cieux. Des chars si massifs qu'ils écrasaient des villages entiers. Des missiles guidés capables de frapper avec une précision chirurgicale. C'étaient les outils du désespoir de Hitler, né d'un régime qui refusait de se rendre. Prenons le Messerschmitt Me 162, le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Il volait à 540 miles par heure, surpassant tout ce que les Alliés possédaient. Ces moteurs jumeaux rugissaient avec une puissance dont les pilotes alliés ne pouvaient que rêver. Lors de ses premières missions de combat en 1944, il déchiquetait les formations de bombardiers, abattant des BX-7 Flying Fortresses avec une facilité terrifiante.
Un seul Me-262 pouvait affronter 10 chasseurs alliés et en sortir victorieux. Un pilote britannique de Spitfire, le lieutenant d'aviation James Carter, a raconté son expérience. Il a surgi de nulle part, un éclair de mort argenté. Nos balles ne pouvaient pas l'atteindre, il était trop rapide. Nous avons perdu 3 avions en quelques secondes. Mais des retards de production et l'insistance de Hitler à l'utiliser comme bombardier plutôt que comme chasseur ont limité son impact. Lorsqu'il fut déployé en nombre significatif, les Alliés avaient déjà pris le contrôle des airs. Pourtant, son potentiel était indéniable. S'il avait été introduit un an plus tôt, la guerre aérienne aurait pu être très différente. Ensuite, il y avait le char Tigre, une bête de 60 tonnes qui inspirait la peur à chaque soldat qui lui faisait face. Son canon de 88 mm pouvait percer n'importe quel blindage allié à plus d'1 mille de distance. Dans les forêts des Ardennes, lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944, les chars Tigre traversaient les lignes américaines, leurs équipages regardant avec horreur les obus rebondir sans effet sur leurs épaisses coques d'acier. Un soldat américain, le soldat John Miller, a écrit plus tard « Nous avons tout essayé, bazooka, artillerie, même grenade. Rien ne l'arrêtait, c'était comme affronter un dragon. » Lors de la bataille de Villers-Bocage en juin 1944, un seul Tigre, commandé par l'infâme Michael Whitman, a détruit une colonne blindée britannique entière. 14 chars, 15 transports de troupes et 2 canons anti-chars en moins de 15 minutes. Mais le Tigre était une arme à double tranchant. Son poids énorme le rendait lent, et des pannes mécaniques entravaient de son fonctionnement, le laissant souvent immobilisé sur le champ de bataille. Ce n'était que le début. Au plus profond des laboratoires secrets de l'Allemagne, quelque chose de bien plus terrifiant prenait forme. Les nazis ne se contentaient pas de construire des armes, ils inventaient l'avenir de la guerre. Ils expérimentaient la vision nocturne infrarouge pour les chars, en avance de plusieurs décennies, leur donnant un avantage dans l'obscurité que les Alliés ne pouvaient égaler. Ils ont développé le Sturmgewehr 44, le premier fusil d'assaut au monde, une arme qui combinait le tir rapide d'une mitraillette avec la portée d'un fusil. Il inspirerait plus tard l'AK-47 et les tactiques d'infanterie moderne. Dans les champs boueux de Koursk, en 1943, lors de la plus grande bataille de chars de l'histoire, les soldats allemands armés du Sturmgewehr fauchaient l'infanterie soviétique, leurs tirs rapides abattant vague après vague. Et ils rêvaient de machines encore plus grandes. Le Landkreuzer P-1000 un char super lourd de 1000 tonnes, fut proposé. Une forteresse roulante équipée de canons navals capables d'anéantir des bataillons entiers. Il devait être opéré par plus de 40 hommes, avec un blindage si épais qu'aucune arme alliée ne pouvait le pénétrer. Il n'a jamais dépassé le stade des plans, annulé en 1943 pour son impraticabilité, mais son ambition pure montrait jusqu'où les nazis étaient prêts à aller. Ces armes miracles étaient un pari désespéré pour renverser le cours d'une guerre qu'ils perdaient, mais elles révélaient aussi le génie sombre d'un régime au bord du gouffre. Elle s'appelait V2, la Vergeltungswaffe 2, le premier missile balistique au monde. Haute de 46 pieds, elle pouvait s'élever à 50 miles dans le ciel, puis retomber à 3000 miles par heure, délivrant une ogive de 2200 livres. Elle était invisible, inarrêtable, et elle pouvait frapper Londres à des centaines de milles de distance, sans avertissement. Imaginez cela, une ville endormie, les rues de Londres, silencieuses aux premières heures du matin du 8 septembre 1944. Les familles se blottissent dans leurs maisons, espérant que les sirènes anti-aériennes restent muettes. Puis, une explosion assourdissante. Aucun avertissement, aucun temps pour fuir. Un cratère de 30 pieds de large marque la terre et une rue entière est réduite en décombres.
Le V2 était une arme de pure terreur. Une civile britannique, Mary Thompson, a décrit l'horreur. On ne l'entendait pas arriver. Un instant, vous étiez en vie. L'instant d'après, plus rien. C'était comme si la main de Dieu frappait depuis les cieux. La première frappe du V2 a tué 3 personnes à Chiswick, un paisible quartier de Londres. Au cours des 8 mois suivants, plus de 3000 V2 s'abattraient sur les villes alliées. Londres, Anvers, Paris. Chaque missile apportait la mort, détruisant maisons, écoles et hôpitaux. À Anvers, le 16 décembre 1944, un seul V2 a frappé le cinéma Rex pendant une séance de matinée, tuant 567 personnes d'un coup, l'attaque la plus meurtrière de la guerre en Europe. Les corps furent extraits des décombres pendant des jours, un rappel sinistre de la destruction indiscriminée de l'arme. Le 27 mars 1945, le dernier V2 a frappé Londres a touché les Hughes Mansion à Stepney, tuant 134 personnes, dont beaucoup étaient des réfugiés juifs ayant fui les persécutions nazies en Europe pour mourir dans un prétendu refuge sûr. Le coup psychologique fut immense. Les Londoniens vivaient dans une peur constante, sachant que la prochaine frappe pouvait survenir à tout moment, sans un bruit pour les avertir. Les rideaux de blackout devinrent une routine lugubre, tandis que les familles murmuraient des prières dans l'obscurité, espérant survivre une nuit de plus. Les enfants furent envoyés à la campagne par milliers, leurs parents incapables de les protéger d'une arme qui frappait sans prévenir. L'ingénierie du V2 était une merveille de son époque. Son moteur à carburant liquide, brûlant un mélange d'éthanol et d'oxygène liquide, générait 56 000 livres de poussée, assez pour briser le mur du son. Un système complexe de gyroscope et de gouvernail le guidait vers sa cible, bien que sa précision fût limitée. De nombreux V2 déviaient de leur trajectoire, atterrissant dans des champs ou dans la Manche. Mais lorsqu'ils touchaient, ils étaient dévastateurs. L'ogive du missile, remplie d'explosifs amatol, pouvait raser un pâté de maison en une seule explosion. Un gardien de la défense aérienne britannique, Thomas Harris, a décrit les conséquences d'une frappe. La terre a tremblé comme lors d'un séisme. Les maisons avaient disparu. Nous avons trouvé une chaussure d'enfant dans les décombres, mais rien d'autre. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais sa création a eu un coup horrible. Au plus profond des montagnes du Harz, dans un lieu appelé Mittelwerk, des milliers de travailleurs esclaves trimaient dans l'obscurité. Ils étaient prisonniers, juifs, polonais, russes, arrachés à des camps de concentration comme Buchenwald et Dora, affamés, battus, travaillés jusqu'à la mort. Ils vivaient dans des tunnels sans jamais voir la lumière du jour, respirant de la poussière et des produits chimiques tout en assemblant les composants complexes du V2, système de guidage, pompes à carburant, ogives. Plus de 20 000 ont péri pour réaliser le rêve de Hitler, plus que le nombre de personnes tuées par les V2 eux-mêmes. Un survivant, Joseph Klein, a écrit dans un journal clandestin: « Nous étions moins que des humains pour eux. Si vous tombiez, ils vous abattaient. Si vous travailliez, vous mourriez lentement. Les fusées que nous construisions étaient tachées de notre sang. Était-ce le prix de la victoire ? L'impact du V2 ne se limitait pas au champ de bataille. Il a redéfini la guerre pour toujours. C'était la première arme à atteindre l'espace, franchissant la ligne de Kármán à 100 km au-dessus de la Terre. Sa technologie a inspiré plus tard les missiles balistiques intercontinentaux de la guerre froide, capables de transporter des ogives nucléaires à travers les continents. Mais en 1944, son but était la terreur, et elle y a réussi. Pourtant, le V2 n'était qu'une partie de l'histoire. Des murmures circulaient parmi les scientifiques nazis, des murmures d'une chose encore plus mortelle.
une arme si secrète que même les généraux de Hitler n'en connaissaient que des fragments. De quoi s'agissait-il? Découvrons-le. Dans les profondeurs des forêts de Peenemünde, sur la côte baltique de l'Allemagne, le V2 est né. Ici, Werner von Braun et son équipe ont repoussé les limites de la science. Ils ne construisaient pas seulement des fusées, ils inventaient l'avenir. Le V2 était une merveille d'ingénierie, propulsé par du carburant liquide, alcool et oxygène liquide qui le portaient au-delà de l'atmosphère. Son système de guidage gyroscopique, primitif selon les normes actuelles, était révolutionnaire en 1943, lui permettant de frapper des cibles à des centaines de milles de distance. Mais le V2 avait ses limites. Il était coûteux, chaque missile équivalait au prix d'un avion de chasse, épuisant les ressources d'un Reich déjà à bout. Il était imprécis, manquant souvent ses cibles de plusieurs miles, atterrissant parfois dans des champs vides plutôt que dans des villes. Et en 1944, il était trop tard pour changer l'issue de la guerre. Où était-ce le cas? Des documents déclassifiés, découverts des décennies après la guerre, révèlent une possibilité glaçante. Les nazis travaillaient sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui pouvait semer la peur dans le cœur des Alliés et porter la guerre aux portes de l'Amérique. Surnommé Projet X, ce n'était pas une arme ordinaire. Certains historiens pensent qu'il s'agissait du V3, un missile conçu pour traverser l'Atlantique. Une fusée capable de frapper New York, Washington ou Boston depuis un site de lancement en Europe. Imaginez cela, un seul missile, portant une ogive d'une puissance inimaginable, survolant l'océan. Les États-Unis, jusqu'alors épargnés par les destructions de la guerre, soudainement dans la ligne de mire. Cela aurait-il pu fonctionner? Imaginons le scénario. Fin 1944. Le V3 est prêt. Un site de lancement en France occupé, caché dans les forêts denses de Normandie, bourdonne d'activité. Les ingénieurs nazis chargent le missile. Son corps d'acier élancé scintillant sous les projecteurs. Le compte à rebours commence. 10, 9, 8, jusqu'à 0. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains vaquent à leurs occupations, inconscients de la terreur qui va frapper. À New York, des enfants jouent dans Central Park, leur rire résonnant dans l'air frais de l'automne. À Washington, des politiciens débattent au Capitole, planifiant l'assaut final contre l'Allemagne. Le missile est lancé, il grimpe dans la stratosphère, puis s'arque vers sa cible. Quelques minutes plus tard, une ville est en ruine. Wall Street n'est plus qu'un cratère fumant. La statue de la liberté, symbole de liberté, gît brisée dans le port de New York. Times Square, autrefois un phare de lumière et de vie, est enveloppé de fumée et de cendres, ses enseignes au néon éteintes à jamais. L'impact psychologique à lui seul aurait pu forcer les Alliés à négocier. Une seule frappe sur le sol américain aurait brisé l'illusion de sécurité, obligeant le président Roosevelt à reconsidérer l'effort de guerre. L'opinion publique, déjà lasse après des années de conflit, aurait pu exiger un accord de paix, laissant Hitler au pouvoir. Les répercussions auraient été catastrophiques. Le moral américain brisé, l'invasion du jour J retardée ou annulée, et les puissances de l'Axe enhardies à s'enfoncer plus profondément en territoire soviétique. Mais le V3 était-il réel, ou était-ce un fantasme nazi? La vérité se situe quelque part entre les deux. Le programme de fusée de l'Allemagne était à bout de souffle. Les ressources manquaient, l'acier, le carburant et la main-d'œuvre étaient détournés vers les fronts effondrés à l'est et à l'ouest. Les bombardements alliés avaient dévasté les usines et les lignes d'approvisionnement, plongeant la production dans le chaos. Et pourtant, les nazis étaient assez désespérés pour tout tenter. Des messages interceptés en 1944, découverts dans les archives britanniques, révèlent des plans pour une fusée à longue portée,
capable d'atteindre 3000 miles. Des plans trouvés après la guerre montrent des conceptions d'une fusée à plusieurs étages, bien plus grande que le V2, avec une portée qui pourrait en effet atteindre l'Amérique. Était-ce le V3? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais l'ambition était réelle, et la peur qu'elle inspirait l'était encore plus. Les Alliés n'étaient pas aveugles face à la menace. Dès 1943, le renseignement britannique avait eu vent du programme V2. Il l'appelait la menace des fusées. Churchill était furieux. Il a exigé une action, déclarant « Nous devons écraser cette menace avant qu'elle ne nous écrase ». Le résultat fut l'opération Crossbow, une campagne implacable pour bombarder les sites de fusées nazies. Les pilotes de la RAF et américains risquaient leur vie, volant au cœur du territoire ennemi pour détruire Peenemünde et d'autres installations. Le 17 août 1943, la RAF a lancé un raid massif sur Peenemünde, larguant 4000 tonnes de bombes en une seule nuit. Plus de 700 scientifiques et travailleurs nazis furent tués, y compris des ingénieurs clés pour le programme V2. L'attaque a retardé le programme de fusées de plusieurs mois, offrant un temps précieux aux Alliés. Mais le coût fut élevé, 57 bombardiers de la RAF furent abattus, leurs équipages perdus dans les eaux glaciales de la mer Baltique. Mais les nazis étaient rusés. Ils ont déplacé leurs usines sous terre. Mittelwerk est devenu une forteresse, cachée des bombes alliées, ses tunnels s'étendant sur des kilomètres sous les montagnes. Et ils avaient un autre avantage, le secret. Les agents doubles, l'espionnage et la désinformation maintenaient les Alliés dans l'incertitude. Un homme, une figure mystérieuse, connue sous le nom d'agent Garbo, a joué un rôle clé. Cet agent double espagnol, travaillant pour les Alliés, a fourni de faux rapports aux nazis, les convainquant que les Alliés se concentraient sur de mauvais objectifs. Des sites de lancement fictifs dans le sud de l'Angleterre plutôt que les véritables en France. Sa tromperie a retardé les lancements de V2 de plusieurs semaines, sauvant d'innombrables vies. Mais Garbo n'était pas seul. Le MI5 gérait un réseau d'agents doubles sous le système double cross, nourrissant les Allemands d'un flot constant de mensonges. Un agent, sous le nom de code Brutus, un officier polonais, a convaincu les nazis que les bombardements alliés avaient manqué des sites clés de V2, les poussant à gaspiller des ressources pour défendre des installations vides. Mais cela n'a pas suffi à les arrêter complètement. Le V2 a commencé à pleuvoir sur Londres en septembre 1944. Chaque frappe était un cauchemar. Des quartiers entiers disparaissaient en quelques secondes. Une survivante, une jeune fille nommée Elizabeth Carter, a raconté le silence avant l'explosion. C'était le silence qui me terrifiait le plus. Aucun bruit, aucun avertissement, juste un éclair, et puis le monde se transformait en poussière. Plus de 3000 V2 frapperaient les villes alliées. Des milliers sont morts, 9000 au total, avec 20 000 blessés à Londres, Anvers et d'autres cibles. Les frappes ont perturbé la production de guerre, détourné des ressources et semé la panique parmi les civils. Les usines de Londres ont ralenti alors que les travailleurs fuyaient la ville et les dirigeants alliés furent contraints de rediriger les défenses aériennes, affaiblissant d'autres fronts. Mais l'esprit britannique a tenu bon. Les Londoniens, endurcis par des années de blitz, ont refusé de céder. Ils chantaient dans les abris anti-aériens, partageaient leurs rations et reconstruisaient leurs maisons, défiant les tentatives de Hitler de briser leur volonté. Et pourtant, les nazis pensaient pouvoir faire plus. Et s'ils avaient poussé plus loin? Et si le projet X n'était pas seulement un missile, mais quelque chose de bien plus sombre? Explorons la possibilité la plus glaçante de toutes.
Dans les dernières années de la guerre, les scientifiques nazis ont flirté avec l'arme ultime, l'atome. L'énergie nucléaire, une bombe capable de raser des villes entières en un seul éclair. Mené par le physicien Werner Heisenberg, le projet d'uranium de l'Allemagne était entouré de mystères. Il l'appelait l'Uranverein, le club de l'uranium. Mais à quel point était-il proche du succès? La vérité est trouble. La recherche nucléaire nazie était en retard par rapport au projet Manhattan des Alliés, qui, en 1945, avait produit les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. L'Allemagne manquait de ressources, de main-d'œuvre et de temps pour égaler les efforts des Alliés. Heisenberg lui-même était partagé. Certains historiens pensent qu'il a délibérément ralenti les progrès, craignant les conséquences d'une bombe nazie. D'autres soutiennent qu'il n'a tout simplement pas compris la physique suffisamment pour réussir. Lors d'une réunion secrète en 1942, Heisenberg a déclaré aux officiels nazis qu'une bombe était théoriquement possible, mais qu'elle prendrait des années à développer, du temps que le Reich n'avait pas. Mais Heisenberg n'était pas le seul à travailler sur le projet. Le physicien Kurt Dibner dirigeait une équipe rivale, expérimentant l'enrichissement d'uranium dans un laboratoire secret à Hagerloch, une petite ville du sud de l'Allemagne. En mars 1945, l'équipe de Dibner a construit un réacteur nucléaire primitif, un empilement de cubes d'uranium et d'eau lourde suspendu dans une fosse sous une église. Il n'a jamais atteint la criticité, mais il était plus proche que ce que les Alliés imaginaient. Des rapports déclassifiés laissent entrevoir quelque chose d'extraordinaire. En 1944, une installation secrète en Norvège expérimentait avec de l'eau lourde, un ingrédient clé pour les réacteurs nucléaires. L'usine de Norsk Hydro à Vemork, perchée sur une falaise enneigée, produisait cette substance rare, essentielle pour maintenir une réaction en chaîne nucléaire. Les Alliés savaient ce qui était en jeu. Des résistants norvégiens et des commandos britanniques ont lancé des raids audacieux pour détruire l'usine. Le 19 novembre 1942, une équipe de troupes britanniques en planeur a tenté de saboter l'installation, mais leurs planeurs se sont écrasés dans les montagnes glacées et les survivants furent net capturés et exécutés par la Gestapo. Un second raid, le 16 février 1943, a réussi. Des saboteurs norvégiens ont placé des explosifs, détruisant les cellules de production d'eau lourde. Enfin, le 20 février 1944, une équipe a coulé un ferry transportant le dernier stock d'eau lourde à travers le lac Tine, s'assurant qu'il n'atteigne jamais l'Allemagne. Un résistant norvégien, Knut Haukelid, a déclaré plus tard « Nous savions ce qui était en jeu. Si les nazis obtenaient cette eau, le monde ne serait plus jamais le même. » Pourquoi des mesures si drastiques? Parce que les Alliés craignaient que les nazis soient plus proches qu'on ne le pensait. Imaginons l'inimaginable. Début 1945. Les nazis perfectionnent un dispositif nucléaire rudimentaire. Pas une bombe, mais une arme sale. Un missile chargé de matériaux radioactifs, conçu pour répandre la contamination plutôt que de provoquer une explosion nucléaire. Lancé depuis un sous-marin au large de la côte américaine, il pourrait empoisonner une ville, la rendant inhabitable. La guerre s'arrêterait net. Imaginez les retombées, au sens propre comme au figuré. Boston, recouverte de poussière radioactive. Les hôpitaux débordés de victimes, souffrant de maladies dues aux radiations, cheveux tombants, peau cloquée, organes internes défaillants. Le public américain, saisi de panique, exige la fin de la guerre. Les journaux titrent en gros « Une arme de terreur nazie frappe le sol américain ». Le président Truman
récemment entré en fonction après la mort de Roosevelt en avril 1945, fait face à un choix impossible. Le public américain, déjà épuisé après des années de conflit, pourrait imposer une paix négociée. Un accord aurait pu laisser Hitler au pouvoir, son régime intact, libre de reconstruire et de dominer l'Europe pendant des décennies. L'Holocauste, qui avait déjà coûté des millions de vies, aurait pu se poursuivre sans frein. Le rideau de fer, qui divisa plus tard l'Est et l'Ouest, n'aurait peut-être jamais été dressé. À la place, un empire nazi aurait pu s'étendre de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, une ombre sinistre sur le XXe siècle. Mais et si les nazis étaient allés encore plus loin? Un autre scénario émerge des ténèbres. En 1945, certains scientifiques nazis ont proposé une attaque radiologique contre la Grande-Bretagne, une explosion aérienne de matériaux radioactifs au-dessus de Londres, transportée par un V2 modifié. La ville, déjà meurtrie par des années de guerre, serait devenue une ville fantôme. Des particules radioactives auraient dérivé avec le vent, empoisonnant la campagne, s'infiltrant dans la Tamise et rendant le sud de l'Angleterre inhabitable. Le gouvernement britannique, incapable de protéger son peuple, aurait pu être forcé de se rendre, laissant les nazis libres de se concentrer sur le front de l'Est. L'impact psychologique aurait été catastrophique. L'unité alliée brisée, le moral anéanti, et le chemin vers la victoire, perdu dans un nuage de terreur radioactive. Les nazis n'ont pas cessé de rêver. Un rapport de 1944, découvert dans les archives soviétiques, mentionne un moteur à uranium, un réacteur nucléaire primitif qui aurait pu alimenter une flotte de sous-marins inarrêtables, capable de frapper n'importe où dans le monde. Un autre mémo fait référence à des expériences sur des armes radiologiques. Des bombes qui disperseraient de la poussière radioactive, empoisonnant des régions entières pendant des générations. Ces projets n'ont jamais vu le jour. Mais ils révèlent l'ampleur terrifiante de l'ambition nazie. C'était le rêve nazi, une arme pour mettre fin à toutes les armes. Mais les rêves ont tendance à se transformer en cauchemars. Le coût de ces projets était colossal. Des milliards de Reichsmark furent investis dans les armes miracles, épuisant la machine de guerre nazie à un moment où chaque ressource était nécessaire sur les lignes de front. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, fut laissée avec des effectifs réduits alors que les usines se concentraient sur des projets expérimentaux comme le Me-2 162 et le V2. Sur le front de l'Est, les soldats allemands gelés dans leurs tranchées, manquant de vêtements d'hiver et de munitions, tandis que les ressources étaient détournées pour construire des fusées offrant peu d'avantages stratégiques. Et le coût moral, inimaginable. L'obsession des nazis pour les super-armes les a aveuglés face à leur propre effondrement. Des travailleurs esclaves sont morts par milliers pour alimenter ces rêves, leur souffrance reléguée à une note de bas de page dans la quête de victoire de Hitler. Des villes entières furent sacrifiées aux bombes alliées alors que le Reich donnait la priorité aux armes miracles sur la défense civile.